Bonsoir YouTube, ici Largo pour une vidéo nostalgie. J'ai l'impression de revenir 30 ans en arrière et je voulais vous présenter une petite série de livres que vous connaissez peut-être. Eh bien, il s'agit de la série Sorcellerie. Voilà, donc les 4 volumes sont ici. Je les avais, mais maman les a jetés et donc un gentil correspondant suisse qui s'appelle Guiche me les a envoyés de façon fort sympathique de Suisse. Je ne connais ni d'Ève ni d'Adam et sachant que je les avais et que je les avais plus, il a eu la gentillesse de me les renvoyer. Donc je crois qu'il les a en double et il a une autre édition originale. Donc ça c'est la première version, en français bien sûr. Et c'est la série Sorcellerie, une édition légendaire de Steve Jackson, donc en 4 volumes. À ces 4 livres s'ajoute quelque chose d'un petit peu plus récent. Il s'agit il s'appelle comment un MOOC, je ne connaissais pas le terme, c'est un MOOC, sur cette série. Donc c'est un livre spécial consacré exclusivement à cette série de livres et ça vaut 15 €, c'est distribué sur Amazon. Il y a, je crois, 5 volumes, ça c'est le volume numéro 3, c'est disponible au prix de mémoire de 15 €. Et si le sujet vous intéresse, moi le sujet de la série Sorcellerie m'intéressait, franchement ça vaut le coup puisque c'est très bien écrit, très complet, volumineux, il y a du boulot derrière. Néanmoins, il faut que le sujet vous intéresse, il ne faut pas l'acheter, je pense, comme ça, je pense que c'est un petit peu moins d'intérêt. Donc il y en a un autre sur la série Graal. Et puis pour les 3 autres, je ne serais pas capable de vous les dire. Je ne sais pas s'il y en a un sur Loup Solitaire, c'est bien possible. À vérifier. Je vous donnerai le lien sur Amazon, c'est disponible que sur Amazon de toute façon. Si cette petite séquence nostalgie, vous aurez le droit de pleurer si ça vous rappelle des souvenirs d'il y a quelques dizaines d'années, personne ne vous verra, et bien c'est juste après le petit générique. À tout de suite. Alors, Sorcellerie en pratique, c'est quoi? Ce sont 3 volumes qui sont dans cet ordre, donc ça va des 300 paragraphes sur les 3 premiers, et le dernier, le plus épais, qui était très impressionnant à l'époque déjà, il y en a plus de 800. Donc, comme vous pouvez le voir, ils ont servi, et bien ils vont encore servir une fois, puisque je vais les refaire avec vraiment un grand plaisir, peut-être pas tout de suite, mais très très prochainement, et c'est vrai que j'ai gardé de ces 4 livres vraiment la sensation d'un voyage très dépaysant, très immersif et très narratif à l'époque. Je suis ravi donc de pouvoir à nouveau aller jusqu'à la forteresse de Morsang. Alors on va juste regarder un petit peu le pitch pour vous le remettre en mémoire. Hein. En vous lançant dans l'aventure de sorcellerie, vous allez partir à la quête de la couronne des rois, un voyage qui vous mènera d'Analand, votre patrie, jusqu'à l'inquiétante forteresse de Mampang. Vous pouvez choisir d'être un simple guerrier, mais vous pourrez également choisir d'être un sorcier. Vous devrez alors apprendre les formules du livre de magie, savoir quels sont leurs effets et comment les utiliser. Bonne chance. Couverture et illustration de John Blanche. Et donc ce voyage eh bien, va s'étaler sur ces 4 volumes. Pour vous parler un petit peu plus de cette série, donc j'ouvre un livre du Marteau et l'Enclume, hein, donc c'est leur pseudo. Ils ont écrit ce livre donc qui fait 241 pages. On va regarder un petit peu le sommaire ensemble. Si vous êtes nostalgique des années 1980, l'intégralité de la saga vous attend sur vos boutiques en ligne ou la rubrique Occasion. Il part de la série Sorcellerie, bien sûr. Si vous découvrez la saga, ça sera la même rubrique, car la dernière édition française 2015-2017 est actuellement en rupture de stock. Effectivement, c'est le problème. Tout est en rupture de stock. J'espère qu'ils vont le rééditer. Et si vous recherchez ces livres d'occasion, le prix a singulièrement augmenté. Donc là, je suis ravi d'avoir les éditions originales parce que je trouve que les illustrations de couverture des dernières éditions sont largement à des années-lumière inférieures à celles on appelle ça la V1. Et je préfère avoir l'édition originale. Il y a peut-être 1 ou 2 errata à rectifier avant de démarrer l'aventure, mais pas plus que ça. Je n'avais guère plus
Je ne devais guère être plus vieux que 7 ou 8 ans. Lorsque mes cousins, la quinzaine, laissèrent traîner leurs livres-jeux chez ma grand-mère, ils les collectionnaient et déjà à l'époque, cela représentait de belles piles sur les étagères. La couverture des 7 serpents m'a subjugué. En un dessin, l'artiste John Blanche a restitué l'essence de l'heroic fantasy dans ce qu'elle a de plus sombre, signé Le Marteau. Alors le sommaire, ici, donc ça c'est la version anglaise. Et puis la particularité donc, de ces livres, c'est qu'on a des sorts qui vont être désignés à l'aide de 3 lettres. Donc par exemple, là, c'est Zap. Il faut normalement les apprendre par cœur avant de démarrer l'aventure. Et ces sorts vont nécessiter certains ingrédients, enfin un ingrédient également à apprendre par cœur. Et la particularité de ces livres, c'est que parfois ils vont vous tendre des choses trappes. C'est-à-dire, ils vont vous proposer de lancer un sort, sachant que vous ne pouvez pas avoir à ce stade de l'aventure l'ingrédient nécessaire. Et donc on vous dit, vous perdez 2 points d'endurance car vous ne pouvez pas avoir l'ingrédient nécessaire. Donc l'auteur a été très malin, Steve Jackson. Donc on peut jouer un guerrier, mais c'est moins intéressant puisqu'il n'utilise pas la magie. Alors ça s'appelle sorcellerie. Moi je ne vois pas trop l'intérêt de jouer un guerrier dans une série qui s'appelle sorcellerie où les sorts ont une place prépondérante. Pour l'inventaire de ce livre, on va feuilleter légèrement. Où est l'inventaire le sommaire, pardon. C'est ma langue a dérapé. Alors je vous feuillette les premières pages, bien entendu pas la totalité parce que on ne va pas spoiler. Hein. Si vous souhaitez le lire en totalité, eh bien il faut l'acheter. Alors j'ai dû louper le sommaire. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Voilà, le sommaire est ici. Alors, quelques conciliabules sur les livres-jeux et leur retour à la mode, et notamment la série Sorcellerie, bien sûr. Et ensuite, on va détailler donc, les 4 volumes, les collines maléfiques, la cité des pièges, les 7 serpents et la couronne des rois, avec leurs spécificités. Ce qui est intéressant, c'est que 2 des volumes vont se dérouler en plein air et 2 volumes vont se dérouler en milieu urbain, ce qui est assez agréable puisque cela vient, eh bien, on va dire, modifier l'environnement dans lequel vous évoluez dans le livre. Donc les collines maléfiques et les 7 serpents, c'est en plein air. Il y a une difficulté progressive dans le livre qui est assez intéressante. Je me souviens que les collines maléfiques, à l'époque déjà, ça avait été raisonnablement facile. Et puis réussir la couronne des rois et les 7 serpents, par exemple tuer les 7 serpents, puisqu'il faudra les tuer pour essayer d'avoir, il me semble, un accès facilité à la cité de Morsang et aux sorciers dont j'oublie le nom d'ailleurs, on va le retrouver dans pas longtemps. Et eh bien, c'est très difficile, c'est assez difficile et il faudra plusieurs essais. Ensuite, après donc ces 4 volumes, on a une adaptation de cette série en jeu vidéo. Hein, donc ils sont en anglais, donc moi j'y ai jamais joué, mais la critique qui est faite dans ce livre des 4 jeux vidéo qui sont sortis est bonne, c'est-à-dire que l'ambiance est bien retranscrite, on prend un grand plaisir à parcourir ce jeu vidéo et c'est un petit peu plus détaillé forcément qu'un livre et donc c'est assez intéressant. Ensuite, on continue avec les interviews, donc on a Steve Jackson, l'auteur, John Blanche, un illustrateur. On a Inkle Studio, donc ce sont les concepteurs du jeu vidéo. Alors ensuite on a F. Stéphane, donc je crois que c'est un illustrateur, mais on va aller jeter un œil. Hein. Après tout, on va en profiter pour feuilleter un petit peu ce magnifique bouquin. Je crois que de toute façon je vais acheter toute la série, alors ça coûte un peu cher, c'est 15 € le volume, mais c'est vraiment bien fait. Bon, pour qui est passionné du sujet, les 5 volumes sont consacrés au livre 2, donc je pense que ça peut se lire... ça peut se lire assez facilement. Alors, page 130. Donc, Frank Stéphane, c'est un illustrateur qui a fait certaines des couvertures qui sont ici. Il n'a pas travaillé très longtemps, je crois, sur les livres dont vous êtes l'heureux. Il ne s'entendait pas très très bien avec le patron, c'est ce que j'ai compris. Ensuite, nous avons eh bien, Thomas Roche, le représentant de Scriptarium. Donc, Scriptarium, ce sont eux qui ont adapté
eh bien, rééditer les livres en français, corriger les coquilles, harmoniser l'ensemble. Enfin, ils ont fait un gros boulot pour que ces 4 livres, qui avaient de tout petits défauts, hein, j'ai regardé les errata pas plus tard qu'hier, eh bien, n'en aient plus du tout. Et à ce niveau-là, la couverture est moins sympa, il n'y a pas les illustrations d'origine, mais par contre, le texte est certainement revu un petit peu à la hausse. Steve Jackson, c'est lui, exhibant la dernière édition française du 4e volume de Sorcellerie. Il faut savoir qu'en France, c'est en France que les livres de nos héros ont duré le plus longtemps, enfin, où les rééditions se vendent régulièrement. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Ensuite, nous avons, alors ça c'est la couverture espagnole de ces livres. Laurent Duquesne, créateur de jeux de rôle, donc il a fait un jeu de rôle inspiré de la série Sorcellerie. Nous avons Gossem de Villaret, c'est un illustrateur. Et puis nous avons Gilles Saint-Martin, créateur de livres-jeux. Donc je ne l'ai pas lu encore. Son roman préféré c'est Loup solitaire. Il faudrait que je me refasse aussi Loup solitaire, ça serait super, mais il y a 17 volumes. Alors c'est un peu compliqué. Alors il a fait certains bouquins. Est-ce que je retrouve rapidement? C'est pas indiqué. C'est pas indiqué ce qu'il a fait, donc je ne vais pas pouvoir vous le citer. Mais toujours est-il qu'il a fait l'aventure qui est à la fin de ce volume. Donc vous voyez la partie interview et reportage, etc. Et puis la partie longue de Vous êtes les héros, c'est ici. Vous avez un livre dont vous êtes les héros, donc en environ 130 paragraphes, écrit par Gilles de Saint-Martin, couverture Gergely Nagy. C'est inspiré dans le monde, du monde de sorcellerie, bien entendu. Donc peut-être que je la jouerai sur cette chaîne. Alors je me suis interrogé sur le fait est-ce que je dois jouer une partie de ce livre sur la chaîne. Je pense que si on s'intéresse à sorcellerie et qu'on veut acheter ce livre, le fait d'avoir connaissance de l'aventure qui est à la fin ne va pas faire que vous allez acheter ce livre ou ne pas l'acheter. Donc le fait de le jouer, je pense, fera un peu plus de publicité, enfin un tout petit peu de publicité, dans la mesure où la chaîne est très modeste, plus que de mal, en fait, pour l'enclume et le marteau, ces personnes qui éditent cette série de livres. Il y aura plus de bien que de mal, c'est la réflexion que je me fais au jour d'aujourd'hui. Alors comme d'habitude, dans le cadre des présentations, on va lire le début, bouquin a bien servi, hein, le début des Collines Maléfiques. Donc le principe des combats, c'est très simple, vous avez de l'habileté, l'adversaire aussi, vous lancez 2 dés, si vous arrivez à faire un score supérieur au sien, eh bien il perd 2 points d'endurance. Si c'est l'inverse, c'est vous qui perdez 2 points d'endurance. Vous pouvez accroître une blessure ou au contraire diminuer la blessure que vous avez subie à l'aide de la chance. Et puis, vous avez l'endurance. À chaque fois que vous utilisez la chance, vous perdez un point de chance. Et au fur et à mesure que vous l'utilisez, bien sûr, eh bien, les chances que vous puissiez vous en servir diminuent. Voilà, puisque pour tester votre chance, vous lancez 2 dés. Si c'est inférieur à votre score de chance actuel, inférieur ou égal à votre score de chance actuel, vous réussissez votre test de chance. Bien sûr, votre score de chance va diminuer. Hein. Donc les combats sont très simples. Voici la carte du jeu. Donc je me souviens de cette carte. On va démarrer à Analand et puis on va tenter d'atteindre la forteresse de Mampang, sachant qu'on va passer dans la cité de Carré. La cité de Carré, c'est la cité des pièges, sauf erreur. Et je vais imprimer ça en grand exemplaire quand je jouerai, pas tout de suite. Alors, je vais poursuivre, comme d'habitude dans mes vidéos de présentation, je vous lis l'introduction et le paragraphe numéro 1 du livre, et je vais me faire un plaisir sur cette vidéo de relire le début de cette aventure, si vous voulez m'accompagner encore quelques instants sur la vidéo. Les Collines Maléfiques de Steve Jackson. La légende de la couronne des rois. Il y a des siècles de cela, en un temps que l'on appelle la nuit des âges, des régions entières de la planète restaient inconnues. Des civilisations, cependant, s'y étaient développées çà et là, avec chacune son peuple et sa culture.
Le Kalkabab était l'une de ces régions, une terre obscure aux confins du monde. Bien que plusieurs seigneurs de guerre s'y fussent essayés, le pays de Kalkabab s'était révélé impossible à gouverner. Toutes sortes de créatures maléfiques, chassées des contrées plus civilisées qui s'étendaient au-delà des monts Zanunu, avaient peu à peu envahi le Kalkabad qui devient célèbre sous le surnom de repère des vermines du bout du monde. Dans le même temps, l'ordre et la civilisation se répandirent dans le reste du monde connu, dès lors que Chalana, le réformateur, roi de Femfri, eut découvert la couronne des rois. Grâce à elle, Chalana se trouva, quelques années plus tard, à la tête du plus grand empire jamais constitué dans le monde d'Orient. Cette couronne magique était en effet dotée de mystérieux pouvoirs qui accordaient à son possesseur des dons exceptionnels en matière de justice et de commandement. Par bonheur, les ambitions de Chalana n'étaient pas de conquérir la terre. Il préférait aider à l'établissement de la paix dans les nations organisées à l'image de Femfri. Aussi, dans sa grande sagesse, confia-t-il la couronne de légende à tous les souverains des royaumes proches, chacun à son tour. Par le miracle de la magie, ces pays devinrent alors, l'un après l'autre, prospères et pacifiques. Chaque monarque se voyait confier la couronne pour une période de 4 ans, durant laquelle il faisait triompher la paix et la justice dans son royaume, puis il entrait dans l'alliance de Femfri. Les royaumes de Crepierre, de Vasteland, de Galantaria et d'Artebris bénéficièrent ainsi à tour de rôle de la couronne et en tirèrent aussitôt grand profit. Guerre et dissensions disparurent en effet presque entièrement. Le roi d'Analand reçut, lui aussi, la couronne au cours d'une cérémonie solennelle et, de ce jour, le pays se développa pour connaître bientôt l'abondance. Nul ne pouvait dire par quel prodige la couronne des rois permettait de faire prospérer les nations. Certains affirmaient qu'elle était d'essence divine, d'autres que son pouvoir résidait en fait dans l'esprit de celui qui la portait. Une chose en tout cas était certaine, elle produisait des effets spectaculaires. Tout allait donc bien dans le royaume d'Analand, jusqu'à ce que survint la nuit de la lune noire. Lorsque l'aube se leva, le jour suivant, le roi fut le premier à s'apercevoir que la couronne avait disparu. Des hommes-oiseaux venus du pays de Xamen l'avaient emportée par cette nuit sans étoiles jusqu'à la ville de Mampang, située dans les contrées anarchiques de Kalkabab. Des nouvelles en provenance de la terre des fins fonds révélèrent que la couronne avait été remise à l'archimage de Mampang qui manifestait l'ambition de devenir roi du Kalkabab. Bien que le Kalkabab fût une région dangereuse en elle-même, rien n'y menaçait les royaumes avoisinants. Le pays n'était donc soumis à aucune loi. Il ne disposait pas d'armée et les luttes internes qui s'y déroulaient sans cesse suffisaient à occuper sa population. La couronne des rois, cependant, allait permettre d'y faire régner l'ordre et le Kalkabab pouvait désormais devenir un ennemi mortel pour tous les pays réunis dans l'alliance de Femfri. Au royaume d'Analand, on ressentait une telle honte d'avoir laissé échapper la couronne que les conséquences bénéfiques des 2 années passées sous l'égide de son pouvoir magique se trouvèrent bientôt réduites à néant. La loi et l'ordre cessèrent d'être respectés et la population se laissa aller à la morosité. Le roi perdit la confiance de ses sujets et les royaumes voisins manifestèrent quelques suspicions. On alla même jusqu'à colporter des rumeurs d'invasion. Ces derniers temps, la situation s'est à tel point dégradée qu'un seul espoir subsiste dorénavant de sauver le pays. Il faut que quelqu'un, un simple citoyen solitaire, car une armée ne survivrait pas à un tel voyage, aille jusqu'à Mampang pour y reprendre la couronne des rois. Seul son retour pourrait lever la terrible malédiction qui pèse actuellement
sur Analand. Or, ce citoyen solitaire, ce sera vous. Vous êtes en effet le premier à vous être porté volontaire pour cette mission et vous savez parfaitement en quoi elle consistera. Il vous faudra traverser le Kalkabab jusqu'à la forteresse de Mampang et vous emparer de la précieuse couronne. Petit rappel sur le plan, donc voici Analand, à côté du bois de Mashbach. Et puis on va essayer d'aller ici, sur la forteresse de Mampang. Paragraphe numéro 1. Vous vous éveillez à l'aube. Après vous être habillé, vous prenez un petit déjeuner composé de pain et de lait de chèvre, puis vous ramassez vos affaires. Au dehors, l'avant-poste commence à s'agiter. Les femmes se lèvent et préparent à manger, tandis que la sentinelle de jour prend son tour de garde. Des regards vous accompagnent lorsque vous quittez votre hutte pour vous diriger vers le mur de Shamutanti. Les frontaliers n'ignorent rien de votre mission et un petit groupe vous suit à quelque distance en vous prodiguant des encouragements. Devant vous se dresse la porte de Cantopani, gardée en permanence par des guerriers aux yeux de lynx, sélectionnés spécialement en raison de leur vue perçante. Cette porte est l'ultime point de passage qui sépare Analand du Kalkabab. Une dernière fois, vous vérifiez votre équipement. Tout est en ordre et vous adressez un signe de tête au sergent à l'œil de lynx. Celui-ci lève le regard vers le guetteur posté au sommet de la porte. Le guetteur signale que la voie est libre et le sergent ordonne qu'on vous laisse sortir. Une porte s'ouvre alors devant vous et vous apercevez pour la première fois les collines de Shamutanti, première étape de votre voyage. Le sergent à l'œil de lynx s'avance vers vous et vous prend par le bras. « Je ne vous souhaiterais pas un bon voyage, dit-il, car rien de bon ne vous attend au cours de votre route. Le Kalkabab est un pays plein de dangers, peuplé d'êtres malfaisants. Mais vous le savez déjà, inutile de vous le répéter. Prenez le chemin qui mène tout droit à Cantopani. C'est une petite colonie de marchands. Méfiez-vous cependant, car la plupart d'entre eux ne sont que fripouilles et voleurs. Vous devriez arriver là-bas dans 1 heure environ. À partir de Cantopani, 3 routes traversent le Biritanti en direction de Carré, une ville portuaire située sur le fleuve Djabaji. Lorsque vous quitterez Carré, il vous faudra parcourir les terres du fin fond que personne ici n'a encore explorées. On dit que sur la terre des fins fonds, le jour et la nuit ne dépendent pas de la course du soleil, mais sont soumis à des forces surnaturelles. Sachez aussi que dès votre départ de Carré, tous vos mouvements seront observés. Ces avertissements ne sont pas faits pour vous rassurer. J'ai cependant suivi la progression de votre entraînement, poursuit le sergent, et je puis vous dire que vous êtes un valeureux guerrier, à n'en pas douter. Je souhaite que votre quête soit couronnée de succès et mes pensées vous accompagneront, ainsi que les vœux des peuples d'Analand. Puissiez-vous, avec l'aide de Libra, lever la malédiction et mettre fin au malheur qui tourmente notre royaume. Vous lui serrez la main, vous le remerciez pour ses encouragements et vous vous avancez vers la porte que vous franchissez d'un pas résolu. Les visages des hommes et des femmes qui vous regardent partir expriment tous les espoirs qu'ils mettent en vous et en la réussite de votre mission. Vous leur adressez un dernier signe de main, puis vous vous tournez face aux collines. L'air du petit matin est sec et vif et le soleil levant colore le paysage de teintes saisissantes dont la beauté cache en fait des forces diaboliques. D'une démarche conquérante, vous avancez sur le chemin qui s'ouvre devant vous. Votre aventure vient de commencer. Voici le sergent donc à l'œil de lynx. Alors il nous parle de quelques... Il y a même la vieille feuille de personnage écrit patte de mouche, donc on va essayer de l'agrandir pour jouer. Tout ça me paraît fort intéressant d'ores et déjà. Ça a 30 ans. Alors si je fais un gros plan par ici, donc il me parlait... Donc la porte de Cantopani, c'est ici. Nous avons l'Analand, de passage nord. Les grottes de Cruissant, on n'en a pas parlé. Et donc, on devrait passer par ce petit village là dont je
pense que le nom a été peut-être rajouté. Le plan n'est pas aussi détaillé que ce que je pensais, puisqu'on n'a pas l'endroit où se cache donc, la petite colonie de marchands. Bon, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je ne vais pas, pour l'instant, détailler les autres volumes qui sont ici, donc la Cité des pièges et les 7 serpents, et enfin la couronne des rois. Je vous laisse sur cette petite image, et donc j'espère à bientôt sur la chaîne pour d'autres aventures dont vous êtes le héros. Ah, ciao, bonsoir.